Aujourd'hui, nous allons rencontrer la sculpteure Caroline Bouchard. En plus de l'exposition qui est présentée au Centre culturel de Repentigny, elle a illustré cette maison qu'on appelle la Maison des contes et des légendes de la Valtrie. La communauté culturelle de Repentigny peut s'enorgueillir d'avoir parmi ses rangs une sculpteure dont la renommée déborde Repentigny, s'étend au Québec et peut-être éventuellement à l'international. Caroline Bouchard, bonjour. Bonjour. Caroline Bouchard, j'aimerais, avant qu'on parle de votre sculpture, de votre travail d'artiste, de votre travail en création, que vous nous racontiez un peu qui vous êtes. Qui est Caroline Bouchard? Est-ce que vous êtes de Repentigny au départ? Bien, moi, je suis native de Charlemagne. J'ai grandi à Charlemagne. Puis en 1976, on est parti pour la ville, la grande ville, à Saint-Léonard. Donc, on est resté là-bas. Mes parents sont toujours là, d'ailleurs, même ma mère, puisque mon père est décédé il y a déjà quelques années. Puis en 1997, quand on a eu le dernier, j'ai 3 enfants. Quand le petit dernier est né, on devait acheter quelque chose de plus grand. Donc, on est revenu ici dans le coin, dans mon patelin. Oui, oui. Le goût de la sculpture, le goût de la création, le goût du dessin, est-ce que c'était là au départ ou vous y êtes arrivé petit à petit? C'était là depuis toute petite. J'ai commencé, je dessinais beaucoup, beaucoup. Mon père sculptait le bois. Il faisait toutes sortes d'animaux, des personnages. Puis je le voyais, il travaillait de 3h à 11h le soir. Le matin, jusqu'à l'heure de son départ, je le voyais après sculpter sur le coin de la table, exactement comme je fais présentement. Puis j'ai essayé de sculpter du bois à l'âge d'à peu près 14-15 ans. C'était trop dur, j'avais mal au poignet, ça ne marchait pas. Puis j'étais déçue parce que j'aurais voulu faire comme ça. J'ai commencé à voler des savons dans la salle de bain. Puis ma mère, elle cherchait ses savons. Ils étaient tous en morceaux dans la poubelle. Je les cachais. J'essayais de sculpter le savon. Je voulais sculpter. Ça ne marchait pas. Donc, j'ai commencé à dessiner, peinturer, puis j'ai jamais fait de toile. Moi, je peignais sur du bois, des murs, des vêtements. Donc, j'ai oublié la sculpture. On m'a même dit à un moment donné que je m'éparpillais tellement puis que je faisais rien qui pouvait intéresser personne. Il y a un monsieur qui me dit un jour, celui qui a inventé le cure-dent, il a inventé quelque chose. Je te dis ça pour que toi, tu trouves un style. Tu n'as aucun style. Tu t'éparpilles. Puis là, moi, j'ai eu mal parce que je me sentais comme une artiste. Je me sentais partie pour la gloire. J'ai arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai travaillé en tourisme. J'ai vu d'autres choses. J'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré des gens. J'ai appris les langues. Puis éventuellement, je suis revenue tranquillement. Alors, à partir de quel moment, influencé par le regard que vous jetiez sur votre père, qui était, comme on les appelait à l'époque, un gosseux, hein, quelqu'un qui sculptait le bois plus par plaisir que d'autres choses, à partir de quel moment est-ce que vous avez senti que c'était possible pour vous de devenir sculpteur? Quand j'ai découvert le modelage, je me suis rendu compte que moi, je ne pouvais pas enlever un volume, il fallait que j'en mette. Je faisais le contraire. J'en enlevais toujours trop. Je faisais un œil, j'essayais de faire l'autre, je le creusais jusqu'à l'autre bord de la tête, ça ne marchait pas. Puis quand je me suis rendu compte, j'ai découvert ça par hasard, le Plastiroc. C'est une pâte à modeler qui sèche à l'air. La dame expliquait ça à une cliente, puis moi, j'écoutais. Ah, mais je dis, je vais essayer. Puis finalement, la première œuvre que j'ai faite, c'était un coq avec... j'ai pu travailler les plumes. J'ai vu la facilité que j'avais. Je dis, mon Dieu, j'aime bien. Puis c'est là qu'à un moment donné, j'ai été assise à côté de mon père. Lui, il sculptait, moi, je modelais. Puis on faisait les mêmes faces, serrer les dents. On était dans notre bulle. Là, j'ai senti que peut-être qu'il m'avait refilé sa passion différemment. Caroline, qu'est-ce qui vous inspire? Tout. Vous m'inspirez, la nature m'inspire, une roche, n'importe quoi que je peux trouver dans un encan, je l'achète.
Je me dis, éventuellement, je vais rajouter une sculpture avec ça. Souvent, soit je suis inspirée par les objets ou le personnage m'inspire un objet. Donc, je le cherche. Puis la sculpture ne sera jamais finie tant que je n'aurai pas trouvé l'objet que je vais incorporer à ma sculpture. Est-ce que vous devez absolument avoir un rapport personnel avec la sculpture sur laquelle vous travaillez? Non, du tout. Non, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ils me demandent un portrait, ils me demandent des choses que ça me met hors de ma zone de confort, vraiment. Des émissions de télévision, les jeunes aiment beaucoup. Docteur Who, moi, je ne le connais pas. Donc, je dois composer avec ça, aller chercher des photos. C'est pas ma zone de confort, mais j'y vais selon la demande. Est-ce qu'il y a des artistes, sculpteurs ou peintres qui vous ont influencé? Bien, il y en a plusieurs, comme Rodin, moi. Puis, ce qui m'a fait des frissons, j'ai lu le livre de Rodin, puis il parlait un peu de sa technique, puis j'ai, sans le savoir, utilisé la même technique. Je suis autodidacte, j'ai essayé toutes sortes de choses, puis ce qui faisait plus ou moins la rétention d'eau, mes sculptures ne séchaient pas, je disais pourquoi, comment, beaucoup d'essais-erreurs. Finalement, j'ai trouvé une manière de travailler qui était la sienne. Mais il y a des années, donc là, je me dis, mon Dieu, peut-être que j'étais dans une autre vie un sculpteur. Qu'est-ce qui constitue pour vous, Caroline, un défi en tant que sculpteur? Un défi, c'est un court délai. Quelqu'un m'appelle comme justement les mosaïcultures. Ça, c'est vraiment extrême, in extremis. On a besoin de toi, on a un mois, peux-tu nous faire ça? Vas-y, on veut ça, ça. Donc là, c'est un défi. J'ai vraiment... C'était dur physiquement. Là, je devais travailler en plus, continuer de faire mon souper. Mais c'était gros, c'était de la soudure, de la sculpture, du sablage. C'est des défis que j'aime. Malgré que j'ai mal partout, j'ai des ampoules, j'aime pas le moment où j'ai mal. Quand je travaille puis j'ai mal partout, puis que mon conjoint arrive puis je dis « Va-t'en, là, je veux pas parler à personne », c'est pas évident dans ces moments-là, mais j'oublie vite. C'est un peu ça, être un créateur, être oui. un artiste. Oui. C'est donner vie à quelque chose. C'est être porteur de quelque chose qui nous influence, qui nous parle, et de le transmettre par la suite. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle de votre travail à Mosaïculture. Oui. Vous avez, en 2013, contribué de façon significative à cette magnifique exposition qui était présentée à Montréal, au Jardin botanique, que des millions de personnes ont vue. Oui. Vous y avez travaillé et j'aimerais que vous me racontiez en 2 mots votre expérience à partir peut-être des maquettes sur lesquelles vous avez travaillé. Oui. Bien, quand j'ai été contactée, vraiment, il me restait un court laps de temps. Et j'ai rencontré la personne chargée du projet. Elle avait une idée, elle, complètement pas comme ce que je lui ai proposé finalement. C'était des personnages contours seulement. Moi, j'ai dit, oh mon Dieu, moi, je soude pas, tu sais, je fais des bonhommes allumettes, là, c'est pas vraiment de soudure artistique. Donc, moi, je fais du modelage. J'ai présenté une petite maquette, un petit personnage que je lui ai donné, d'ailleurs, qu'elle a toujours avec elle, à peu près comme ça. Puis j'ai dit, moi, c'est ce que je vous ferais, grand-papa et fiston. Fait que là, on les a appelés Tancred et Fiston, parce que moi, je lui donne tous des noms, je lui donne des becs. Fait que je me suis mis à travailler sur Tancred et Fiston. J'ai vraiment travaillé très dur, mais quand je suis arrivée à échéance, 3 jours à l'avance, là, c'était le défi de ma vie que je venais de réaliser. On vous a approché pour meubler d'une certaine façon avec des personnages qui seraient vos créations, la fameuse maison à la Valtrie. J'aimerais que vous me racontiez un peu cette aventure-là. Oui, c'est une belle aventure. Ça, c'est... oui, encore une fois, c'est l'aventure de ma vie parce que c'est devenu une exposition permanente. Les gens viennent de partout pour visiter. C'est vraiment les légendes d'ici et la chasse-galerie en particulier. J'avais une chasse-galerie ici d'environ 24 pouces. Et j'avais toujours peur que les enfants la brisent. Donc, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai appelé à la bibliothèque.
de la Valtrie. J'ai dit, comme la légende, cette légende-là vient d'ici, est-ce que vous pourriez la prendre en consignation à la bibliothèque? Ouais. Et de là, Michel, celui qui a eu l'idée de départ de la Maison des Contes, est passé par là faire des recherches, a vu ma chasse-galerie, a dit « je veux travailler avec elle » et s'en est suivi Mes Grandeurs Nature qui meublent les 3 étages. Comment vous abordez une sculpture qui, par exemple, est grandeur nature? La grandeur nature. Vous la dessinez d'abord? Oui, je la dessine d'abord. Je regarde les photos. Je pose mes enfants, mon conjoint, pour voir les pantalons. Parce que là, j'ai une idée. Tu sais, je me dis, c'est la légende de la chasse-galerie. Ça prend une chemise de chasse, un chapeau, des bottines, pantalon trop lourd. J'ai dit, bon, là, direct, tu vas mettre quelque chose de trop grand, assis-toi là. Et je place les plis, je le pose. Fait que c'est vraiment, je regarde les plis des pantalons, les plis des poignets, tous les plis. Je me regarde souvent dans le miroir, pas pour m'admirer, loin de là, mais je me fais toutes sortes de visages plissés, le nez plissé contre le vent, sourire avec les pattes doigts. Je me refais dans le fond. En somme, vous vous documentez, vous vous auto-documentez par rapport à la pièce que vous allez réaliser. Oui. Puis le pire, ce qui n'est pas le fun, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « c'est drôle, il me semble qu'il te ressemble ». C'est un vieux bonhomme, un vieux bûcheron dans le bois et il me ressemble, mais j'ai travaillé avec mon miroir beaucoup. Et un fait à noter, c'est que tous les personnages grandeur nature de la Maison des Contes ont mes mains. C'est mes empreintes à moi parce que j'ai moulé mes mains avec de l'alginate. Et parce que je voulais que ça soit des vrais mains, puis je voulais faire quelque chose de spécial. Donc, je suis allée chercher de l'alginate avec du plâtre. Et je mettais une tige d'acier dedans. Je faisais, en tout cas, ma main comme je la voulais. Il y en a un qui rame, donc je plaçais mes mains en conséquence. Et pour ceux qui vont aller visiter la Maison des Contes, chaque personnage a ses mains-là. Oui. Vous envisagez votre avenir comme artiste de quelle façon? J'espère continuer. J'espère continuer d'évoluer, d'avancer. Beaucoup de gens me disent « veux-tu être international? » Je ne sais pas. Ce que je veux, c'est de relever toujours des défis, jamais arrêter. C'est ce que je souhaite. J'aimerais devenir un incontournable, tiens donc, dans ma région, puis peut-être à l'extérieur. Est-ce qu'éventuellement, vous aimeriez être publié, qu'on publie un livre d'artiste à votre sujet, quoi? Oui, j'aimerais ça. Il y en a d'ailleurs quelques-uns. Régent Olivier, qui écrit beaucoup sur la région, a choisi une de mes sculptures pour être en page couverture de Mythes, légendes et récits de la Naudière. Puis ça, j'étais vraiment comblée. Ensuite de ça, il y a eu un concours littéraire, le grand concours littéraire de la Naudière. Il a pris le petit liseur qui se retrouve comme œuvre publique à la bibliothèque de Repentigny, en page couverture encore. Et j'ai quelques apparitions un petit peu dans les livres de la région. Quelle est l'importance pour vous, Caroline, d'être identifiée à la région de Repentigny, de la Naudière? J'aime la Naudière, puis je trouve que c'est important. C'est important. Je viens d'ici, puis même si on s'est éloigné pendant quelques années, mais semble que je suis enracinée ici. Puis ça me fait comme un lien d'appartenance. Tu pourrais dire Caroline Bouchard du Québec, Caroline Bouchard de Montréal. Montréal, c'est tellement vaste. Mais Caroline Bouchard de Le Gardeur, Repentigny, ça fait région, ça fait plus... Céline Dion de Charlemagne, hein? Ça fait... Elle a un lien. Puis même si elle est rendue là, elle est encore ici, son cœur est encore ici. Puis moi, je ne sais pas si un jour je vais me rendre là, ce qu'on souhaite toutes éventuellement. Mais il y en a qui me disent au restaurant, on garde ta signature sur tes factures parce qu'à ta mort, tu vas valoir de l'argent. On ne sait jamais. Je veux pas qu'à ma mort, ça se mette à marcher. Je veux que ça continue jusqu'à ma mort, plutôt. Êtes-vous consciente de faire partie d'une communauté d'artistes pour la région de la Naudière? Parce qu'il y en a plusieurs. Bien, je m'en rends compte quand on a des rencontres ensemble. Alexandra Bastien, Annie Muller, on se revoit souvent, on est souvent invités sur un même projet ou sur dans une même soirée. Et c'est là que je me rends compte qu'il n'y a pas une clique, mais comme
Tu sais, des gens, des artistes, une regroupement. communauté C'est ça. qui se regroupe éventuellement. Puis c'est là que je sens que les liens... C'est intéressant parce que dans la région de la Naudière, on devient de plus en plus conscient de la présence de créateurs et d'artistes. Je pense par exemple à l'Assomption où le sculpteur Bergeron, on a retapé un certain nombre de ses œuvres qui sont installées dans un parcours. Donc un autre sculpteur, vous, le sculpteur à Repentigny, les peintres dans le coin aussi. Alors il y a véritablement une vie culturelle très, très active et Oui. qui s'intensifie avec le temps Oui. et surtout avec le nouveau centre culturel qui apparaîtra bientôt dans la géographie de Repentigny. Oui, et on est bien appuyés, d'ailleurs. Vous vous sentez Oui, on se sent soutenu. appuyé. Les gens, oui, ils nous incluent beaucoup dans leurs projets et ça, c'est important. Je suis un peu chez vous ici, Oui. avec toutes sortes de personnages que vous avez sculptés vous-même, grandeur nature. Ça va du loup-garou à la chasse-galerie et aussi Père Louison. le père Louison qui est celui qui véhiculait dans sa chaloupe les gens qui partaient de Lavaltrie pour aller sur la rive sud. C'est ça, c'est en plein ça. Bon, maintenant, à titre de sculpteur, j'imagine que vous devez absolument vous trouver un modèle. Vous partez de quoi au juste quand vous sculptez une œuvre comme celle-là? Le Père Louison a été ma première œuvre grandeur nature complète, je dirais, et j'ai dû étudier la structure. Là, je n'avais pas dans l'idée du tout de prendre des photos, d'aller voir. J'avais que la structure, comment je vais faire. J'ai dit oui à quelque chose d'impossible, selon moi. Et finalement, parce qu'il devait sortir du mur, donc il y avait une partie de lui qui disparaissait. Est-ce que ça, c'est son vrai chien? C'est son vrai chien. C'est son vrai chien qui n'est pas égorgé. Apparemment, il y en a qui disaient que peut-être qu'il aurait égorgé son chien. Il y avait toutes sortes d'histoires qui tournaient autour de cette légende du traverseur de la Valtrie. C'est ça. Alors, Caroline, on va maintenant aller dans le petit coin là-bas. Je pense qu'il y a un monsieur qui est en train de prendre un coup. Oui. Mais ça, c'est une sculpture. Il ne faut pas berner les gens, là. Non, non, non. Non, non, c'est un vieux Soulon qui allait voler le vin de messe. Puis il passait apparemment dans une espèce de Un genre tunnel. d'égout, pas d'égout, mais de bouche d'air, bouche d'aération de l'église. Et quand la messe était finie, bien, la petite brunante un peu partait, s'en allait voler le vin de messe. Et il ressortait de là souvent avec une petite bouteille dans ses poches. Et ça, tous les gens le savaient, mais lui pensait que personne ne s'en rendait compte. ça devait faire jaser, ça. Ça faisait pas mal jaser. Et parlant de jasure, il y a un mur ici qui est consacré à ce qui se dit dans un village comme la Valtrie, mais à voix basse. Oui, ceux qui disent « parle-en pas », mais j'ai entendu dire que c'est à peu près ça. Alors on prête l'oreille près de la bouche et on peut entendre plusieurs commentaires. C'est ça, le mur des murmures. Il y a l'histoire, la légende folklorique du loup-garou. Oui, Bon, le loup-garou, il sortait à la pleine lune. oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai qu'il se transformait en être humain? Il se transformait en loup-garou après minuit. Dès que la lune sortait, l'être humain se changeait en loup-garou, puis là, il ne C'est fallait ça. pas sortir. Après minuit, il ne fallait pas sortir. Alors, est-ce qu'il était vampirique aussi? Parce qu'il y a des crocs, là, c'est... Oui, il devait être assez... d'après ce que je vois, en tout cas, dans sa grotte, il devait être assez cruel. Maintenant, il est recouvert de poils. Évidemment, Oui. c'est un loup-garou, c'est un loup. C'est un hein? loup-garou, oui. J'imagine que sur le plan technique, et là, je m'adresse aux sculpteurs, Oui. comment vous avez ça? Il n'y a pas de perruques qui font cette dimension-là, là. Non, mais ça, c'était... Je suis allée dans un endroit où ils font des costumes. Et moi, je voulais que ce soit le plus véridique possible. Et selon ce que j'aurais fait, si ça avait été que de moi, j'aurais collé des laises de poils. Dans le fond, ça aurait eu l'air de rien de vraiment esthétique. Donc, j'ai demandé conseil. Comment on fait au théâtre pour avoir une barbe? Ou à m'expliquer le fonctionnement, comment écarter un peu le poil, coller, partir du bas jusqu'en haut. Et j'ai appliqué cette technique-là du bas du corps, aller jusqu'à la tête. Et ça m'a pris 3 semaines à couper des cheveux, les coller du bas en haut. Et on a mangé des cheveux pendant 3 mois. Mais je suis convaincu que si les loups-garous existent, qu'ils ressemblent exactement à ça.
J'espère. J'espère. En tout cas, c'est une petite anecdote, c'est que les gens pensaient que j'avais copié mon loup-garou, mais moi, j'avais aucune... je savais qu'il fallait qu'il soit penché parce que, vu l'endroit stratégique où il devait être placé, donc, j'y suis allée selon... J'ai dessiné mon propre dessin et le film Loup-garou, il m'a été fortement suggéré. Ils m'ont dit, tu as copié ce film-là, tu as copié le film. Et je n'avais pas vu le film, je l'ai vu qu'après. Et je suis fière de moi d'avoir trouvé une ressemblance. Et enfin, les mains, encore là, les mains du loup-garou, c'est vos mains. Les mains du loup-garou, c'est mes mains à moi. Oui. On se transpose maintenant, on se transporte dans la belle aventure de la chasse-galerie, qui est une de nos légendes les plus fortes, les plus signifiantes, les plus symboliques du folklore québécois. Oui. C'est l'histoire de ce voyage en canot où les hommes ont vendu leur âme au diable pour être en mesure d'arriver à la Valtrie en seulement 2 heures. Oui. Est-ce que c'est une légende qui vous inspire depuis longtemps? Depuis longtemps. Puis c'est vraiment... c'était pas... c'est pas voulu. C'est que, comme j'avais déjà expliqué, on allait à Rawdon toutes les fins de semaine. On allait se baigner. Ensuite, mon père nous payait une bonne glace. Là, je mangeais mon cornet. J'étais assis derrière cette grange-là qu'il y avait la chasse-galerie à moitié effacée. Puis ça m'a toujours impressionnée. Puis de ce que je me rappelle, je vois mon cornet fondre. Puis moi, je suis devant cette image-là de la chasse-galerie. Et la première chasse-galerie que j'ai réalisée, c'est vraiment parce que je voulais changer de style. Et c'était pour un concours qui n'avait aucun rapport avec la chasse-galerie. Le concours s'appelait « Je suis ». Et moi, je voulais tellement faire la chasse-galerie que j'ai appelé la sculpture « Je fais partie de la chasse-galerie, je suis de cette légende », que j'ai parlé comme au nom de Joe. Alors, vous êtes sans doute la 9e personne à embarquer dans le canot de la chasse-galerie. Oui, probablement. Parce qu'il y en a déjà 8. Oui, probablement, oui. Ce portrait d'artiste de Caroline Bouchard, sculpteur, se termine devant une des œuvres monumentales les plus, comment dire, symboliques de la Valtrie, c'est-à-dire le canot contenant ces 8 hommes venus ici avec l'aide du diable contre le bon Dieu dans leur fameux canot de la chasse-galerie. Et comme par hasard, il arrive de son voyage juste au-dessus de l'église de la Valtrie. Nous espérons que cette rencontre vous a plu. À très bientôt. On vient à la salle de bain, mais dans le fond, là... C'est le cabinet du docteur Mousseau maintenant. C'est ça, le docteur Mousseau. Docteur Mousseau, c'est le propriétaire de la maison, l'ancien propriétaire, et il est à son cabinet, il vous reçoit. Vous ne sentez pas tout ça, c'est un peu intimidant. J'ai des chambres, docteur, vas-tu mourir?